l'écoute du travail, le podcast qui traite des questions du travail et de la santé au travail dans une perspective critique, politique et émancipatrice. Un principe de base de l'ordre public devrait être de ne pas exposer des gens à des poisons connus, des dangers connus depuis longtemps et évitables. Dans la petite ville de Givors, proche de Lyon, des hommes meurent les uns après les autres, emportés par des cancers à un âge relativement jeune. Leur point commun, ils ont travaillé pour produire des bouteilles et des pots à la verrerie qui a fermé ses portes en 2003. La compagne d'un verrier malade fait alors équipe avec un imprimeur à la retraite pour tenter de résoudre ce mystère. Sociologue spécialiste des questions de santé, Pascal-Marie Chalard rend compte de cette expérience qu'il présente comme une enquête sur une enquête. Nous en discutons aujourd'hui avec lui dans ce 3e épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser des commentaires. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors aujourd'hui, je reçois Pascal-Marie Chalard pour nous parler de son dernier ouvrage, Qui a tué les verriers de Givors ? C'est une enquête de sciences sociales parue aux éditions La Découverte. Dans ce livre, il retrace la mobilisation des anciens salariés de la verrerie de Givors pour faire reconnaître l'origine professionnelle de leur maladie. En effet, peu de temps après la fermeture de la verrerie, qui a fonctionné de 1749 jusqu'en 2003, et après avoir bataillé plusieurs années pour empêcher la fermeture de leur usine, les anciens salariés s'aperçoivent qu'un nombre non négligeable d'entre eux tombent gravement malades. Et c'est le début d'un long combat judiciaire, un véritable chemin de croix pour, comme je disais à l'instant, obtenir le caractère professionnel de leur maladie, mais également faire reconnaître la responsabilité de leur employeur pour ne pas avoir mis en place les moyens de prévention et de protection face à des conditions de travail difficiles et à l'exposition notamment à de nombreux produits dangereux, dont certains cancérigènes. Alors Pascal-Marie Chalard montre à travers ce travail comment l'orientation vers le système de réparation fait écran à la mise en place d'une véritable politique visant à éviter ou réduire l'exposition des travailleurs aux risques professionnels. Pascal-Marie Chalard, bonjour. Bonjour. Alors, Pascal-Marie Chalard, qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui à nous succinctement ? Je vais essayer. Alors, je suis sociologue, chargé de recherche au CNRS, donc Centre national de la recherche scientifique, dans un labo de sciences sociales qui s'appelle l'IRIS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Et j'ai été formé en sociologie et en histoire. J'ai fait une thèse sur les médecins du travail en France, que j'ai soutenue en 2011. J'ai suivi avec des recherches sur différents thèmes, toujours sur les questions de santé au travail, conditions de travail. Et je suis arrivé à cette affaire des verriers de Givors, exactement au même moment où j'ai été recruté au CNRS, en 2013. Voilà. D'accord. Et donc, alors, tu mentionnes justement ta thèse, et ça a fait l'objet d'ailleurs d'un livre aussi, qui est intitulé « Médecin du travail, médecin du patron », avec un point d'interrogation, aux éditions de La Découverte également. Non, Sciences Po. Presse de Sciences Po, donc on recommande aussi la lecture. Mais aujourd'hui, c'est pas le but, c'est bien ton dernier ouvrage, Qui a tué les verriers de Givors, qui nous intéresse. Alors, la première question que j'ai envie de poser, qu'est-ce que c'est une enquête sociale ? Alors c'est une question beaucoup plus générale avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi le but d'une enquête sociale pour les personnes qui ne connaîtraient pas bien justement les sciences sociales ? Alors, on pourrait dire enquête sociale ou enquête sociologique. C'est quelque chose qui a été mis au point en fait au 19e siècle par des gens comme Villermé, mais aussi Friedrich Engels, le copain de Karl Marx, etc. C'est l'idée d'aller décrire un peu les conditions d'existence des gens, là où ils vivent, là où ils travaillent. Et en sociologie, on a l'enquête sociologique avec ses règles a été mise en place au début du XXe siècle, on va dire. Il y a un certain nombre de grands noms de pères fondateurs, comme on dit, et de mères fondatrices. Et l'idée, on appelle ça aussi l'ethnographie, c'est vivre avec des gens pendant un certain temps, revenir les voir de temps en temps, faire des entretiens avec eux, écouter leurs paroles, la retranscrire de la manière la plus brute possible, c'est-à-dire ne pas mettre nos propres mots de chercheurs, d'enquêteurs, mais écouter les mots qu'utilisent les gens, voir comment ils vivent, voir comment ils travaillent éventuellement, si on travaille sur le travail, et voir comment ça évolue dans le temps, et essayer de rendre compte de ça, avec ce présupposé de base que la réalité sociale est toujours très différente de ce qu'on peut imaginer à l'avance. À l'avance, on a plein d'idées sur c'est quoi les ouvriers, c'est quoi les usines, c'est quoi, etc. Puis quand on y va, c'est pas du tout comme on avait imaginé. Donc c'est ce que tu t'es attaché à faire justement dans cette enquête. Et alors finalement,
qu'est-ce qui t'a amené à aller voir les ouvriers de Givors? Dans quelles finalement conditions t'as commencé cette enquête sociale en 2013? C'est ce que tu nous disais. Alors, les conditions, c'était l'association des anciens verriers de Givors qui avait fait une sorte d'appel à projet. Alors, un peu informel, mais via des médecins à Lyon, etc. Ils cherchaient des scientifiques qui étaient prêts à collaborer avec eux pour les aider dans leur quête de reconnaissance de l'origine professionnelle des maladies qu'ils avaient. Voilà. Et c'est arrivé aux oreilles de Paul-André Rosenthal, qui était mon directeur de thèse donc jusqu'en 2011, un historien qui travaille sur la silicose, les maladies professionnelles, la médecine du travail. Et il m'en a parlé. Et je leur ai proposé un projet de faire une histoire orale, comme on pourrait dire, c'est-à-dire donc j'ai rencontré donc quelques porte-paroles de l'association que je connaissais absolument pas cette association, je connaissais pas le monde de la verrie, je connaissais pas la ville de Givors qui est à côté de Lyon, et je leur ai dit moi ce que je peux faire c'est parler avec vous de votre travail dans cette verrie, donc verrie qui avait fermé 10 ans auparavant, donc j'ai appris ça à ce moment-là. Vous me racontez un peu vos conditions de travail pendant votre carrière, on regarde si on peut trouver des archives, on croise les deux et d'un point de vue scientifique, ça sera forcément intéressant, puisque on aura un aperçu des conditions de travail dans une industrie contemporaine, donc une industrie verrière. Donc il s'agit de l'industrie verrière agroalimentaire dans ce cas-là. Donc fabrication de bouteilles, de pots en verre pour les pots de compote, de sauce tomate, de yaourt, les bouteilles de vin, les bouteilles d'eau, en verre. Et moi, ça m'intéressait aussi parce qu'on pourrait voir le fonctionnement des institutions de prévention, qui était mon thème de recherche jusque-là, la médecine du travail, mais également l'inspection du travail, les CHSCT, comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail, voir comment tout ça avait marché ou pas marché pendant toute cette période de fonctionnement de la verrie. Et donc, ça c'est pour l'intérêt scientifique, et l'intérêt pour eux, ce que je leur proposais, c'était, moi je vous écrirais un peu un document historique chronologique, détaillant les conditions de travail dans les 4 ou 5 dernières décennies, en fonction de ce qu'on arrive à recueillir. Et vous pourrez utiliser ça pour ce que vous voulez. Forcément, dans des démarches de reconnaissance, etc., ça peut être intéressant d'avoir un document qui dit, selon les entretiens faits avec un tel, ainsi que tel document, on sait que dans les années 70, tel produit était utilisé dans tel atelier. Voilà, c'est ce genre de choses. Parce que c'était vraiment leur objectif, alors donc quand ils ont lancé cet appel, c'était justement d'avoir les résultats d'une enquête de ce type-là pour les aider dans leur démarche de reconnaissance. Alors en fait, donc là en 2013, quand je suis arrivé là-dedans, j'arrivais déjà assez loin, assez tard dans l'histoire de la mobilisation des verriers. Et ils avaient lancé depuis 2008-2009 cette mobilisation sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur maladie, après s'être rendu compte qu'ils étaient nombreux à avoir des cancers, très nombreux, ou à mourir jeunes. Et ils s'étaient rendu compte que la reconnaissance en maladie professionnelle n'était pas du tout quelque chose de facile, une procédure facile. Et on leur disait, les dossiers, il faut des experts dedans, etc. Donc, eux, ils voulaient surtout des médecins. Ils voulaient des médecins, des épidémiologistes, des toxicologues. Et voilà. Moi, j'arrivais, j'étais sociologue, historien, etc. Ça leur faisait pas peur, mais ça les enchantait pas non plus. Parce qu'ils se disaient, ça va être de moins de poids qu'un avis médical dans le dossier. Voilà. Donc, c'est une anecdote que tu racontes d'ailleurs dans ton livre, où finalement, comme tu étais présenté comme docteur en sociologie, tout le monde s'attendait à avoir un docteur, un médecin, quoi, finalement, qui les aiderait dans ce processus. Et oui, ils sont venus me poser plein de questions sur les diagnostics, sur j'ai tel ou tel symptôme, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, mais je peux vraiment pas vous aider, je suis désolé. Moi, j'ai pas été formé à ça, je peux juste vous écouter, retranscrire ce que vous dites, essayer d'écrire une histoire, un petit peu, voilà. Donc finalement, toi, tu arrives et puis tu commences alors ton travail d'historien, parce qu'il y a quand même une partie assez conséquente de ton ouvrage au début, où tu retraces un petit peu finalement l'historique de cette entreprise, si je puis dire, qui démarre donc en 1789, c'est ça? Non, 1749. 49, pardon, effectivement. Ouais. Donc c'est une verrerie... dont tu nous racontes l'histoire. Alors c'est en grande partie un travail d'historien qui avait déjà été fait en fait. Moi j'ai fait que collecter et mettre ça dans le même fil narratif, disons. Mais parce que c'est un établissement qui est assez connu en fait, la verrerie de Givors, même s'il n'y a jamais eu une enquête historique de grande envergure sur les conditions de travail dans la verrerie pendant toute sa période de fonctionnement. Mais
J'ai récolté un petit peu ce qu'on me montrait. Alors j'ai tout de suite en fait bénéficié de la collaboration avec Laurent Gonon, qui est un imprimeur de Givors, un imprimeur qui est à la retraite aujourd'hui, qui a beaucoup aidé les verriers dans leur mobilisation. Donc mobilisation à la fois celle contre la fermeture de l'usine qui a eu lieu il y a une dizaine d'années, enfin il y a une quinzaine d'années maintenant, et aussi la mobilisation sur la santé au travail et la reconnaissance des maladies professionnelles. Et il se trouve que c'est un historien, un hors pair, voilà, qui a réussi à recueillir un nombre d'archives incalculable, voilà, et donc moi ce que je lui fournissais, c'était on va dire du temps de travail d'écriture payé par l'État, en tant que fonctionnaire du service public, voilà, historien, je venais, j'écrivais, voilà, parce qu'il était très occupé par toutes ces mobilisations en cours, et lui il me donnait les documents, et voilà. Donc c'est pour ça que tu qualifies en fait de ton bouquin d'enquête sur une enquête, quoi. Voilà. C'est parce que... Est-ce que j'ai compris que mon projet d'enquête que j'avais proposé, en fait, avait déjà en grande partie été fait. Et donc, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant, finalement, de raconter l'histoire de cette enquête, de voir comment un groupe d'ouvriers, d'anciens ouvriers, de leurs proches, donc là, il se trouve, c'est un groupe masculin d'ouvriers et de proches qui sont des femmes, des épouses ou des enfants, ainsi que d'autres soutiens, donc comme cet imprimeur, comme des militants du réseau associatif, syndical, politique, local, comment ils avaient pu mettre en place une réflexion sur ces questions, une recherche sur ces questions, une mobilisation sur les questions, quels étaient leurs objectifs, est-ce qu'ils y arrivaient ou pas, quels étaient les moyens qu'ils mettaient en œuvre pour arriver à ces objectifs. Donc voilà, c'est ça que j'ai essayé de retracer, c'est cette histoire d'une mobilisation, et avec ce fil directeur qui est que la mobilisation se construit en faisant. C'est-à-dire, c'est pas dès le début, nous voulons la reconnaissance des maladies professionnelles. C'est plutôt une reconnaissance progressive d'une injustice, un sentiment d'injustice qui se construit, et après une réflexion, une quête, une recherche sur qu'est-ce que ça pourrait être la justice. Alors justement, ce sentiment d'injustice, en fait, il prend corps dans la fermeture en 2003 de leur usine, après finalement une reprise que tu détailles bien hein, par OI Manufacturing, qui finalement, à travers un processus que tu qualifies, ou en tout cas, alors ça je l'ai oublié, mais une reprise un peu particulière. LBO. Alors voilà. Qu'est-ce que c'est une LBO justement? Alors, oula. Il y a une espèce de montage financier. Ouais. On rentre dans la technique. Mais non, mais en gros, ce qui arrive à l'usine verrière de Givors à la fin des années 90, début des années 2000, c'est quelque chose en fait d'assez classique qui va arriver à énormément d'entreprises en France, mais dans le reste, on va dire du monde occidental dans la même période. Donc, pour situer, l'usine verrière de Givors était la propriété de BSN. BSN, grand groupe d'emballage en verre, Boussois, Souchon, Neuvzel, qui a changé de nom en 95 pour devenir Danone. Ou 96, enfin par là. Et en fait, ils se sont désengagés entre les années 70 et la fin des années 90 de l'emballage pour se concentrer sur le contenu. C'est-à-dire, au lieu de faire les bouteilles d'eau minérale, ils ont fait l'eau minérale. Au lieu de faire les pots de yaourt, ils ont fait le yaourt, etc. Parce que ils ont eu envie de se concentrer sur ce secteur-là. Et à la fin des années 90, le patron de Danone, Franck Ribou, qui a pris sa retraite récemment, a fait ce qu'il a autorisé de faire depuis des assouplissements de loi qui datent des années 80 en France. Un montage très compliqué où, en gros, pour le dire vite, il va créer une société qui, en partenariat avec un fonds de pension, vont racheter la division verrière de BSN. La société qui rachète n'a pas de capital, mais va prendre un énorme emprunt à la banque pour payer cet achat, et va ensuite rembourser cet emprunt et les intérêts de cet emprunt en se servant sur la bête qu'elle a achetée, en dépeçant, en servant dans la trésorerie, en fermant des usines, etc. Et en revendant le tout bien dégraissé ensuite aux concurrents, qui est Owens Illinois Manufacturing, grand groupe verrier, qui est un des groupes, principaux groupes de verre dans le monde aujourd'hui.
Donc en fait, les verriers se sont battus pour le maintien finalement de leur usine, mais le coup près tombe. En 2003, l'usine ferme, mais ils obtiennent finalement de continuer de pouvoir se voir et d'avoir un local qui est basé dans l'usine, et c'est finalement ce qui va permettre de continuer un lien social entre les différents retraités ou ceux qui sont au chômage maintenant ou qui sont reclassés et de constituer une association des anciens vergivores. Donc c'est là que finalement commence un petit peu toute cette histoire aussi, quoi. Oui, alors ça c'est, on va dire, du point de vue des employeurs, c'est la grande erreur qu'ils ont faite. Parce que toutes les enquêtes sociologiques sur les fermetures d'usines, depuis très longtemps maintenant, depuis la grande enquête classique dans les années 30 sur les chômeurs de Marienthal, donc dans l'Autriche, qui est dévastée par la crise économique des années 30, montrent que quand une usine ferme, en général, il y a un repli sur la sphère domestique, la sphère privée, les gens arrêtent de se voir. Le temps libre qu'ils ont, ils vont pas l'utiliser pour plus aller au café ou faire des activités associatives ou politiques, etc. Ils vont rester chez eux, ils vont avoir honte de sortir, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi à Moulinex en Normandie récemment. Là, dans le cas des verriers, ça ne sera pas le cas. Pourquoi ? Parce que ils vont demander à garder le bénéfice de la mutuelle à tarif négocié qu'ils avaient jusque-là. Et donc, on va leur accorder ça, mais on va dire, pour que vous ayez la mutuelle, il faut qu'il y ait une association des anciens verriers et il faut qu'il y ait un siège de l'association. Et donc, BSN veut bien leur donner pour 1 euro un local pour mettre le siège de l'association. Et dans cette association, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait ? Ils vont continuer d'une certaine façon les activités du comité d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé, qui est que quand on va au local des verriers, donc rue du Moulin à Givors, on a la discothèque. On peut emprunter des disques. C'est les disques qui pouvaient être empruntés dans le comité d'entreprise de l'usine. Donc c'est tous les plus grands hits des années 90. Ça n'a pas été renouvelé depuis. Voilà, mais on a aussi d'autres activités. Il y a des affiches sur les murs, sur achat de vin pour Noël, achat de poulet, de viande, de ce qu'on veut, etc. En groupe, des achats groupés. Ils organisent des soirées, des fêtes, des lotos, des paellas, etc. Et même des vacances ensemble, en fait, l'été. Ils partent une semaine ensemble, en général sur les rives de la Méditerranée, à la plage, voilà, et donc en essayant de négocier des tarifs intéressants. Donc voilà, ils ont continué à se voir. Et il y a une permanence, notamment le vendredi matin, la permanence de l'association des anciens verriers, où tous les vendredis matins, depuis que l'usine a fermé, ils savent qu'il y aura quelqu'un. Et donc il y a plein de verriers qui sont venus le vendredi matin se retrouver, boire un café, discuter, jouer aux cartes, lire le journal, etc., etc. Donc il y a un vrai lien social qui perdure. Oui. Et là... alors je me rappelle plus en quelle date, mais l'un des anciens verriers de Givors finalement déclare un cancer du larynx, il me semble. Alors donc Christian Cervantes. Alors oui, en fait je raconte son histoire à lui parce que c'est un des personnages importants, on va dire symboliquement dans cette lutte, parce que Christian Cervantes était un délégué syndical important dans la lutte contre la fermeture. Délégué syndical CGT, qui faisait partie de l'intersyndicale CGT-CFDT qui s'est constitué tout de suite à l'annonce de la fermeture et qui n'a jamais été remise en cause. Donc ils ont pris toutes leurs décisions ensemble. Et c'est lui qui était l'un des porte-parole de l'association des anciens verriers quand elle s'est constituée. Et au point que, par exemple, j'ai retrouvé un article du journal local, Le Progrès, en 2004, donc 1 an après la fermeture, qui est un portrait de Christian Cervantes dans les pages Givors et sa région. Donc c'est que devient Christian Cervantes, le célèbre délégué syndical. Et il profite de sa mise en pré-retraite pour jardiner, bricoler, faire du vélo, s'occuper de l'association des anciens verriers, etc. Il a plein de projets. Et sauf qu'en début 2005, donc on lui diagnostique une tumeur cancéreuse. Mais en fait, il se trouve que c'est pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres. Ils ne s'en rendent pas forcément compte à l'époque. Et donc il va commencer les cures de chimiothérapie, radiothérapie. Ça va s'améliorer. À un moment, ils vont croire qu'il est en rémission. Et puis après, en 2009, nouvelle tumeur cancéreuse à une autre localisation. Mais une localisation qui est en lien avec la première, en fait. Enfin, ça peut très bien être... Il y a des études médicales qui montrent que c'est souvent une complication de la première, etc. Mais celle, finalement, qui se rend compte
et qui fait le lien avec d'autres malades parmi les anciens verriers de Givors, c'est son épouse Mercedes Cervantes. Alors c'est aussi un personnage emblématique un petit peu de ton bouquin. Bien sûr. Mercedes est quelqu'un de très présent dans toute cette histoire et jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que j'ai eu la chance de travailler avec elle sur toutes ces questions, de faire plusieurs entretiens avec elle, ainsi qu'avec ses filles, Marlène et Sonia. Et alors, l'histoire qu'elle raconte, je ne pourrais pas la situer très précisément parce que il n'y a pas eu des notes qui ont été prises à ce moment-là, disons, mais un jour, il y a le décès d'un verrier qui a été annoncé par le président de l'association des anciens verriers, qui à l'époque était Jean-Claude Moyoli, qui est toujours aujourd'hui. Et Mercedes Cervantes a annoncé au groupe de verriers, comprenant son mari qui était en train de discuter, mais vous vous rendez pas compte, c'est le je sais plus combienième, vous êtes en train de tomber les uns après les autres, il y a peut-être quelque chose de pas normal, c'est peut-être la verrerie. Voilà. Oui, tu décris la scène, finalement, ils sont tous assis sur les marches d'un escalier. Voilà, c'est ce qu'elle m'a raconté. Ouais. Ouais. Et donc, elle leur dit ça, et finalement, ils ont un peu de mal, eux, à se dire que ça peut être leur condition de travail qui fait qu'ils sont plusieurs à développer ce cancer. Tu racontes bien ça, justement. Alors, ouais, et je crois que ça, c'est ce qui est compliqué à démêler, et peut-être même impossible à démêler, c'est la question de qu'est-ce qu'ils savent pas sur la dangerosité du travail, parce que ils sont conscients que c'est dangereux quand même. Et ils l'ont su, ils l'ont ressenti, ça se sent. On va dans une verrie, moi je suis allé dans des verries en activité, on sent tout de suite que c'est pas bon pour la santé. C'est-à-dire qu'il fait extrêmement chaud, l'air est tellement lourd, on sent qu'il y a plein de choses dans l'air. Chaque fois qu'on respire, on sent qu'il y a de la poussière. On voit les tas de, même encore aujourd'hui, même s'il y a eu des mesures de précaution, on voit les tas de sable qui tombent des convoyeurs qui amènent le sable dans les fours. On sent les graisses qui sont utilisées sur les moules qui sont chauffés à blanc, etc. Il y a toutes ces odeurs, il y a du bruit qui est colossal, etc. Donc, je crois pas qu'ils ne savaient pas que c'était dangereux. Par contre, c'est elle qui va le dire. Et eux, ils étaient en l'incapacité de le dire. C'est vraiment ça. Quoi. C'est elle qui l'exprime. Et ça, c'est quelque chose... Passer de cette conscience intime à une expression, une verbalisation, ça, c'est ça le grand pas que va faire Mercedes Cervantes. Tu évoques une espèce finalement de contrat moral qui serait passé entre finalement l'employeur qui garantit un salaire, un emploi, une bonne rémunération entre guillemets, et puis finalement, non pas l'acceptation, mais le fait que les verriers finalement vont, j'ose pas dire s'accommoder, mais vont peut-être quelque part faire avec. Comment ça s'explique cette rupture du contrat moral Comment il arrive à le... En fait, cette enquête sur les verriers, c'est une enquête sur ce qu'on pourrait appeler avec... Il y a deux économistes américains dans les années 70, ils avaient parlé de la dualité du marché du travail aux États-Unis, mais ça marche très très bien en France, voire même peut-être mieux en France qu'aux États-Unis aujourd'hui. Les deux marchés du travail, il y a le marché du travail primaire, le marché du travail secondaire. Le marché du travail primaire, c'est le marché du travail où il y a des postes stables, avec une progression à l'ancienneté, avec des salaires qui sont un petit peu plus élevés que la moyenne, avec des avantages en dehors du salaire qui peuvent être négociés, donc par les comités d'entreprise, par exemple les vacances subventionnées, etc., etc., avec des syndicats qui protègent bien, voilà, tout genre de choses. Et le marché du travail secondaire, c'est le marché, on va dire, des salariés atomisés, où il n'y a pas de couverture syndicale, ils ont juste le minimum salarial, rien de plus, aucune progression à l'ancienneté, etc. Voilà. Et les verriers, ils font partie du marché du travail primaire à l'époque. Et ce que d'autres auteurs appelleraient l'aristocratie ouvrière, même si j'aime pas trop cette expression, parce que l'aristocratie ouvrière, elle est quand même pas si élevée que ça hiérarchiquement. Et le contrat moral implicite, c'est un contrat où ils savent qu'ils ont un salaire qui est un petit peu mieux, une reconnaissance, un statut qui peut être envié dans le monde ouvrier local. C'est-à-dire qu'être verrier, c'est mieux qu'un certain nombre d'autres boulots. Et progression à l'ancienneté, possibilité
quelquefois de trouver du boulot pour leurs propres enfants dans la boîte, etc. Donc, et ça va être remis en cause progressivement. Et c'est ça la rupture du contrat moral. Et ça a lieu dès avant la fermeture, en fait. À partir de ce qu'on pourrait appeler la financiarisation du capitalisme qui vraiment se développe en France dans les années 80, à partir des années 80, où il y a une dérégulation, c'est-à-dire il y a plein de choses qui étaient interdites avant qui deviennent autorisées. Dans les années 90, il y a une arrivée massive de capitaux étrangers dans les entreprises françaises. Et alors qu'est-ce que ça change ? Ça fait juste que les entreprises françaises vont très vite devenir contrôlées par des capitaux étrangers qui sont loin, en fait, et qui savent pas ce qui se passe dans l'entreprise. Il y a une distance beaucoup plus grande entre le propriétaire et le salarié. Et même le propriétaire, il n'en a rien à faire de ce qui se passe vraiment dans l'usine. Voilà. Et toutes ces règles qui sont assouplies permettent d'acheter une usine, de la revendre un an plus tard, etc., de faire des petits jeux comme au Monopoly. Voilà. Et là, tout à coup, il y a une conscience que les ouvriers ne sont pas reconnus pour le bon boulot qu'ils font, etc. Que peut-être qu'ils sont juste des rouages dans une machine qui sert à faire de l'argent à des gens dans leur petit jeu de Monopoly, là, justement. Et la fermeture de l'usine, ça, c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire que les verriers, ce qu'ils comprennent surtout pas, c'est pourquoi on est en train de fermer une usine qui est rentable. Oui, c'est ça, c'est la question de base. Mais elle est rentable, l'usine, elle marche très bien. Voire même, elle marche mieux que beaucoup d'autres usines du groupe en France. Pourquoi on la ferme ? Et parce qu'il fallait sacrifier quelques usines, voilà. Et pour faire plaisir aux actionnaires qui avaient ce montage financier, il fallait qu'ils aient une rentabilité de plus de 15% sur un court terme, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a fait. Oui, tu as bien décrit le processus. Voilà, ça y est, incompréhensible. Et donc c'est là où il y a la rupture du contrat moral implicite. C'est-à-dire que, quelque part, il y a l'idée de... On était prêt à donner de notre personne, de suer sang et eau pour ce boulot. Ça faisait partie des risques du métier, etc. Voilà, on se disait, bah voilà, c'est comme ça. On vit dans ce monde-là qui est pas... Ça veut pas dire qu'ils acceptaient forcément comme quelque chose de juste. Mais c'était l'injustice à laquelle ils étaient habitués. Et là, tout coup, ils se disent, mais en fait, ils en ont rien à foutre, peut-être. Ils en ont peut-être rien à foutre de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va bien, etc. Voilà. Ça c'est passé à l'as. Oui, donc finalement, ce qui était acceptable, y compris quand il y avait quand même des conditions de travail qui étaient déjà compliquées, avec l'exposition aux mêmes substances dangereuses, mais avec une approche plus paternaliste, où tu décris bien qu'à un moment donné, Antoine Riboud, qui était à un moment donné le patron de BSN, si je ne me trompe pas, venait partager une cigarette avec les ouvriers, etc. Il y avait ce côté paternaliste qui a complètement changé, que tu as bien décrit. Est-ce qu'on peut parler quand même vraiment de contrat moral implicite, sachant que finalement, dans un contrat, on est deux, et qu'il y a toujours une forme d'égalité entre les deux parties. Moi, c'est... Ouais. Non, mais c'est une bonne question. Hein. Moi, j'ai dit ça comme ça, mais il y a d'autres auteurs, ils parleraient d'économie morale pour dire... voilà, c'est un terme de l'historien E.P. Thompson. E.P. Thompson, il a utilisé ça pour parler des émeutes de la faim en Angleterre au XVIIIe siècle, où le peuple partait à l'assaut des boulangeries, et les boulangers, ils avaient l'impression qu'ils allaient se faire lyncher, et finalement, le peuple disait « Non, on veut juste que tu nous vendes le pain à un prix juste. » Voilà, c'est ça. Donc c'est dans ce sens-là que... Voilà. Donc bien sûr, moi je ne crois pas à l'égalité entre les deux parties contractantes dans ce rapport salarial. Voilà, c'est toute la question du rapport salarial depuis le 19e siècle, qui est un rapport fondé sur la subordination, défini par la subordination. Mais disons qu'il y avait un certain nombre d'occasions où on pouvait y trouver son compte. Voilà. Et d'autres occasions où non. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait une grande souffrance, il y a des cas de salariés qui sont suicidés, et le travail est une des causes, hein, sans doute. Et voilà, mais à un moment, la dignité conférée aux verriers, le statut qu'ils avaient, le salaire, le fait que toute la sociabilité locale aussi était fondée autour de l'usine, etc., ça pouvait suffire à, on va dire, contrebalancer un peu toutes ces autres forces. Voilà. Et donc à accepter, d'une certaine façon, cet état de fait. Mais alors, même je dis accepter, mais accepter, c'est pas le bon mot, parce que qu'est-ce que ça veut dire accepter Voilà, quand on est... Il y a un exemple que je donne en cours souvent à des étudiants, c'est un exemple qui est dans un livre américain sur les médecins du travail aux États-Unis, par une sociologue qui s'appelle Elaine Draper. Donc le bouquin il s'appelle The Company Doctor. Et elle raconte une usine de solvants
où les salariés sont surtout des femmes, et elles doivent signer une décharge de responsabilité à l'embauche, en disant je suis consciente que je suis exposée à des matériaux reprotoxiques, à des produits reprotoxiques, et que si jamais je tombe enceinte, même si je ne le sais pas, et que à cause de ça, mon enfant à venir a des malformations, etc., et ben c'est pas du tout la responsabilité de l'entreprise, c'est ma faute entièrement. Ah ouais, c'est énorme. Ça. Voilà. Et moi je donne cet exemple pour dire, voilà, dans le libéralisme, l'idée où on est tous libres, on fait des contrats d'égal à égal, etc., on peut se dire que si on signe ce genre de clause pour avoir un boulot, c'est peut-être qu'on n'est pas si libre que ça. Voilà. En effet. On est obligé d'accepter certaines choses. Bah écoute, là, si on finalement on reprend le fil enfin j'allais dire de cette mobilisation, donc on était au cancer de Christian Cervantes et puis au fait que Mercedes Cervantes mettait devant finalement un peu les anciens verriers devant le fait que elle trouvait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient qui développaient une grave maladie, notamment beaucoup de cancers, et donc là ils se mobilisent et donc ils font appel à cette personne dont tu nous as parlé tout à l'heure, qui est vraiment une pièce maîtresse centrale de l'histoire, qui est Laurent Gonon, qui est qualifié d'intellectuel local. Peut-être tu peux nous parler de lui et de l'enquête qu'ils ont menée, peut-être pour finalement démontrer avec leurs outils justement la véracité, enfin pour je sais pas, là pour le coup je trouve pas mes mots, mais pour démontrer quelque part avec un certain nombre d'outils qualifiés d'épidémiologie populaire les cancers justement qui se sont manifestés. Oui, alors Laurent Gonon, donc moi je l'appelle l'intellectuel public au sens de l'écrivain public, c'est-à-dire c'est celui qu'on va voir quand on a besoin d'avoir des compétences de rédaction, de comptabilité, etc., aussi de parler avec les médias pour les mobilisations sociales qui ont lieu à Givors ou dans sa région. Voire même pour faire le site internet, pour faire ce genre de choses. C'est quelqu'un qui est issu d'une famille ouvrière, qui a commencé comme ouvrier lui-même, et qui était un militant communiste très tôt, et qui est devenu le cadre dirigeant d'une imprimerie du mouvement ouvrier situé à Vénissieux. Il a occupé ce poste la plupart de sa carrière, et qui s'est formé continuellement sur le tas à différentes choses et qui a passé un doctorat en gestion, même dans les années 80. Doctorat en gestion dont le sujet était les lois Auroux comme outil d'introduction de la citoyenneté dans l'entreprise. Voilà. Et en plus écrit par quelqu'un qui est un cadre dirigeant, enfin un dirigeant. Il n'aime pas quand je dis patron, parce qu'il il n'était pas le patron exactement, mais c'est lui qui dirigeait quand même l'imprimerie. Et il s'est formé sur beaucoup de choses. Il écrit l'histoire des canuts aussi à Lyon, l'histoire de la Première Guerre mondiale dans le coin, etc. Mais alors, il connaissait strictement rien à la question des maladies professionnelles de son propre aveu au moment où les Cervantes lui en parlent. Et ensemble, ils vont faire un petit questionnaire. Donc c'est ça qu'on appelle l'épidémiologie populaire. Alors ça, c'est une expression d'un sociologue américain qui s'appelle Phil Brown, qui avait étudié une histoire de pollution environnementale dans les années 80 aux États-Unis et avait montré comment souvent c'était pas les experts qui changeaient la donne, c'était la population quand elle commençait à compter les cas et souvent à les placer sur une carte pour voir s'il n'y avait pas une corrélation avec là où on habite, ou alors les rapporter au boulot pour voir si ça n'a pas une corrélation avec le travail qu'on a exercé ou qu'on exerce. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé un petit questionnaire qui est un questionnaire de 2 pages à tous les membres de l'association des anciens verriers pour leur demander s'ils avaient des maladies, etc., si oui, lesquelles. Voilà. Et ils ont reçu... ils avaient envoyé 600 questionnaires, ils ont reçu 200 réponses. Sur les 200 réponses, ils ont eu à peu près 92 cas de cancer déclarés. Et donc ils se sont dit, ça c'est quand même beaucoup. Même si on considérait que les 400 qui n'ont pas répondu n'ont pas de cancer, ça fait quand même beaucoup. Alors bien sûr, ce questionnaire n'a aucune valeur scientifique. C'est-à-dire que les gens qui répondent, quelquefois, il y a marqué type de cancer, et ils disent cancer foudroyant. Voilà. Et bien sûr, parce que pour que ça soit fait dans les règles de l'art, il aurait fallu que ça se fasse en face à face, avec un médecin présent, etc., croisé avec le dossier médical, voilà. Mais c'est assez quand même pour dire il y a peut-être quelque chose qui n'est pas normal. Et donc après, la deuxième phase de l'enquête, c'est les causes.
est-ce qu'on a été exposé à des choses qui auraient pu causer ces cancers. Et là, vous avez fait comment? Alors, soit Laurent, Gonon, soit toi, vous. Ouais. Comment vous avez procédé? Et ben, en fait, c'est Laurent qui a fait ce boulot-là, hein. Moi, on va dire, j'ai peut-être quelques petites causes en plus que j'ai pu rajouter dans l'échiquier après. Et puis aussi, moi, j'ai pu peut-être retracer un peu l'histoire. Voilà, et ça aide aussi à comprendre ce qui se passe. Mais il a fait des entretiens, moi aussi, avec les anciens verriers, qui parlent de leur travail. Et ça, ce qui est frappant, c'est que même, donc moi j'ai commencé l'enquête en 2013, donc 10 ans après la fermeture, mais même 10 ans après la fermeture, ils s'en souvenaient parfaitement. C'est-à-dire qu'ils peuvent... j'ai eu des entretiens, par exemple, avec un responsable des machines de fabrication verrière, donc là où la bouteille est moulée à partir de la goutte de verre, etc. Et pendant 1 heure, il est capable de me parler exactement de toutes les pièces de la machine, de comment on démonte une machine, comment on change un moule, comment on remonte, etc. Alors qu'il n'a plus touché à ça depuis. Voilà, il y a une sorte de satisfaction aussi à se remémorer tous ces gestes du travail. Et c'était des entretiens collectifs aussi que je faisais souvent. Et donc il y avait une satisfaction aussi à se retrouver entre anciens collègues, à se rappeler des histoires, à se rappeler des techniques, des savoir-faire qu'ils avaient entre eux. Voilà. Donc il y a ça qui est une source d'information. Et il y a les documents, les archives. Et alors ça, documents, archives, ça, Laurent Gonon, un jour, il avait fait un appel à la permanence du vendredi matin en disant, si l'un d'entre vous a des vieux papiers à la maison, ramenez-les, hein, parce que ça peut toujours nous servir. Et puis un jour, il avait un ancien ouvrier qui s'appelait Jean Marandon, qui est venu, qui était un délégué CFDT, qui a dit, j'ai trouvé ça, et puis il avait plein de boîtes avec plein de PV de CHSCT, de fiches de données de sécurité, etc. Voilà, donc Laurent Gonon a fait comme pour le reste, il a tout numérisé, tout classé, etc. Voilà. Et ça a permis, en croisant avec les entretiens, ça permet de faire émerger un certain nombre de choses. Parce que les ouvriers, ils se souviennent pas forcément du nom scientifique des produits auxquels ils sont exposés. Ouais. Et après, on peut avoir la fiche de données de sécurité, on peut voir ce que c'est, etc. Oui, souvent, ils ont un vocabulaire finalement qui est descriptif. Par exemple, ils parlent du titane. Alors, il y a 2 exemples, tu vois, super parlants d'ailleurs, justement, des substances qu'ils utilisent et que tu racontes bien. Il y a à la fois les huiles pour graisser les moules. Alors, peut-être que tu peux nous en parler, mais on voit bien comment, justement, l'expertise des travailleurs nous amène à comprendre comment une substance ou plusieurs substances dont on ne va pas tout de suite identifier la toxicité, ou en tout cas, sur le papier, sur ces fameuses fiches de données de sécurité, dans les mises en situation réelle de travail, on voit bien comment, justement, elles peuvent devenir toxiques. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ces 2 exemples qui sont vraiment pour tous ceux qui nous écoutent, qui connaissent l'ergonomie, l'observation des activités de travail, l'ergotoxicologie, eux, ça va leur parler, mais pour tous les autres, peut-être qu'on peut faire un petit point là-dessus plus précis. Alors, oui. Alors, Christian Cervantes, donc... Christian Cervantes, dans un entretien qu'il avait fait avec Marie-Christine Cabrera, une infirmière du travail, sur sa carrière, elle lui a demandé qu'est-ce que c'était son poste dans la verrerie. Il avait dit « je torchais les moules à la moutarde ». Et elle a interprété ça comme une sorte de bizutage qu'il lui avait fait passer. Voilà, mais en fait, donc, ce jargon de l'usine, il veut dire quoi? Il veut dire qu'il utilisait une torche, c'est-à-dire un pinceau spécial, qui plongeait dans un truc qu'on appelait la moutarde, qui était une sorte de mélange d'huile minérale graphitée, et qui mettait ensuite sur les moules qui n'ont rien à voir avec les fruits de la mer. Fruits de mer, c'est les moules qui forment donnent la forme à la bouteille, au pot en verre, etc. Donc en fait, c'est une graisse qu'on applique régulièrement, toutes les 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend le type de fabrication, etc., sur les moules pour empêcher que le verre il colle, quoi. Voilà. Et alors, là, quand on regarde la fiche de données de sécurité, donc je détaille donc un cas d'une fiche de données de sécurité d'une des huiles qui était très utilisée couramment à Givors. Ça, on le sait parce qu'on a des tableaux dans les archives, l'état des stocks à une date donnée. Donc on peut voir le nombre de fûts de chaque truc. Donc là, on voit qu'il y en a beaucoup de celles-là. C'est une huile qui s'appelle Clean Mold 170, qui est fabriquée par une filiale de Total. Et donc c'est une huile minérale graphitée. Et la fiche de données de sécurité, elle est dans un jargon très technique. Et
elle dit qu'il n'y a absolument aucun danger de ce produit s'il est utilisé dans les bonnes conditions. Alors, c'est quoi les bonnes conditions ? Et alors, les bonnes conditions, ça, on le voit seulement à la page, je ne sais plus combien de la fiche, c'est ne pas chauffer. Voilà. Et pour une huile qui est appliquée sur des moules de machines verrières, et moules de machines verrières sur lesquels tombent des gouttes de verre qui sont à 500-800 degrés, et ça tombe chaque seconde, bien sûr, c'est sûr que c'est assez chaud quand même. Voilà. Donc, ça veut dire que les verriers, ils sont exposés continuellement à une huile qui est chauffée. Et oui, et dans ce cas-là, donc là, il y a marqué un peu plus loin dans la fiche, mais il y a vers la fin, dans ce cas-là, l'huile se décompose en des produits dont la composition n'est pas exactement connue, c'est-à-dire ils n'ont pas fait des études spéciales là-dessus, mais ils savent quand même qu'il y a des hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont le benzoapyrène, voilà, comme je décris dans le livre, si on regarde historiquement, qui est le premier cancérogène professionnel identifié dans la littérature, d'une certaine façon, puisque c'était ça qui causait le cancer des enfants ramoneurs de Londres au XVIIIe siècle. Voilà, Le HAP. Voilà, et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est bien sûr cette fiche de données de sécurité. Quand on la lit, on se dit dès le début, oh, c'est très technique, il faut être un spécialiste en toxicologie pour lire ça. Moi-même, j'ai eu ce réflexe. Voilà. Même avec un doctorat de sociologie, on s'auto-censure en se disant, oh, ça c'est quand même de la toxicologie, là, on rentre dans les sciences dures, etc. Alors pensez à des ouvriers qui n'ont pas de doctorat, ils vont peut-être pas mettre le nez dedans facilement. Et pourtant, en fait, on peut le faire. Et si on lit comme ça, et si on ne se laisse pas impressionner par les termes compliqués, on se rend compte qu'en fait, c'est une sorte de modèle d'hypocrisie, en fait. C'est une huile, c'est marqué dans l'intitulé de l'huile que c'est une huile pour machine verrière. Donc c'est pas une huile qui est utilisée pour autre chose que son utilisation de base, c'est une huile pour machine verrière, donc c'est une huile qui va être chauffée. Alors, comment c'est possible dans une entreprise de cette taille-là, avec un service hygiène, sécurité, environnement, j'imagine qu'il y en avait un, comment c'est possible aussi avec une entreprise donc, de cette taille-là qui a eu un CHSCT, est-ce qu'il n'y a jamais eu ce sujet-là qui est arrivé sur la table à un moment donné ? Bien sûr que si. Alors, pas forcément sur cette huile-là, mais sur d'autres huiles équivalentes, d'autres produits, etc. C'est-à-dire le CHSCT, on a des PV de CHSCT qui montrent que les ouvriers dénonçaient la dangerosité de certains produits, demandaient la substitution par d'autres, etc. Le médecin du travail, à certains moments, les appuyait aussi. Et le médecin du travail était forcé de se rendre compte que on n'écoutait pas. Et ça s'arrête là, en fait. C'est-à-dire que on a des interrogatoires du médecin du travail et de l'inspectrice du travail dans les années 90, alors par une procédure pénale. Et ces interrogatoires montrent que l'inspectrice du travail, en fait, la façon dont elle semblait envisager son rôle, c'était un rôle de conseiller. C'est-à-dire conseiller l'employeur. Puis elle dit, ah non, là, il faut vraiment supprimer ça, etc. Puis l'employeur ne le faisait pas. Puis après, c'était c'était dommage, il ne le fait pas. Et le médecin du travail était également dans cette posture de conseil et ne pouvait rien faire du tout quand l'employeur ne faisait rien. Voilà. Oui, le médecin du travail, on rappellera, on a eu une émission là-dessus, qui reste le conseiller de l'employeur et celui qui va suivre l'état de santé des salariés, qui même conseille aussi les salariés quand ils en ont besoin, mais effectivement, le responsable de la mise en place des mesures de prévention, donc au premier chef, c'est effectivement l'employeur. Après, en ce qui concerne les moyens de l'inspection du travail, je renvoie à leur prérogative, mais c'est assez intéressant justement de voir comment tout ça s'est construit. Alors il y avait un autre produit qui est le titane que tu racontes bien aussi. Un produit anti-rayure. Ouais. Dioxyde de titane. Alors aujourd'hui c'est du dioxyde d'étain qui est utilisé plutôt dans les verreries. Mais c'est un produit, ça c'est les choses dont on n'a pas conscience avant de rentrer dans le monde de la verrerie. C'est que toutes les bouteilles et les pots sont aspergées à la sortie des fours avec un produit chimique qui donc fait en sorte qu'il n'y aura pas de rayures quand ils vont être dans la chaîne de fabrication par la suite et s'entrechoquer, etc. Et le dioxyde de titane, pourquoi je dis dioxyde pardon, c'est pas le dioxyde, le tétrachlorure de titane. Ok. Ouais. J'étais en train de chercher dans le livre en même temps. Mais... Tétrachlorure. Et le dioxyde de titane, c'est autre chose. C'est ce qu'il y a dans les M&M's pour les rendre brillants. Le tétrachlorure de titane, il y a chlorure dedans. Et en fait, au contact de l'eau, il se décompose en acide chlorhydrique gazeux, sous forme gazeuse.
Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement... qui attaque extrêmement les muqueuses, notamment. C'est-à-dire les ouvriers qui intervenaient sur les buses qui aspergeaient de dioxyde de titane, tétrachlore de titane, les bouteilles. Ils revenaient souvent avec le nez qui saignait, etc. Voilà. Donc, on a des produits comme ça qui ne sont pas cancérogènes en eux-mêmes, mais par contre qui affaiblissent beaucoup l'organisme, qui attaquent, voilà, qui ne sont pas des produits inoffensifs. Alors, justement, ça, tu le montres bien. Donc, l'enquête menée par Laurent Gonon et les anciens verriers et les verriers de Givors montrent qu'ils sont exposés à un nombre assez important, finalement, en même temps, de substances toxiques, plus ou moins toxiques, dont certaines cancérigènes. Il y a à peu près 55 qui ont été identifiés, et donc ils ont fait un travail assez conséquent d'identification de leurs conditions de travail par le passé. Et là, hop, ils décident, là, c'est à ce moment-là qu'ils décident finalement de porter une demande collective de reconnaissance en maladie professionnelle. C'est ça. Alors, c'est possible, ça ? Eh ben non, c'est ça la lettre qu'ils envoient. Ils l'envoient à la mairie de Givors. Pourquoi ? Parce qu'à la mairie de Givors, ils ont des soutiens, en fait. C'est une mairie qui était communiste à l'époque, qui est toujours aujourd'hui, dont ils étaient plutôt proches. Et ils disent, voilà, nous voulons une reconnaissance collective de maladie professionnelle, et ils demandent si on ne peut pas organiser une réunion pour savoir comment faire ça avec les institutions responsables. Et donc cette réunion est organisée à l'automne 2009. Il va y avoir des représentants de l'assurance maladie, de la médecine du travail, voilà, des agences sanitaires, des autorités sanitaires, etc. Et on va leur dire que non, c'est pas comme ça que ça se passe en France. Ça se passe par une reconnaissance individuelle de maladie professionnelle. Donc il y a une démarche à faire. Démarche qui est à faire par le salarié. C'est le salarié qui doit envoyer les formulaires à l'assurance maladie. Il doit envoyer un formulaire plus un certificat médical qu'on appelle le certificat médical initial parce qu'il lance la procédure. Donc un médecin qui dit voilà, le salarié présente tel état de santé et il dit que c'est peut-être lié à son travail, voilà. Il a peut-être un lien avec le travail. En gros, c'est une hypothèse sur le lien avec le travail. Mais c'est le salarié qui fait la démarche. Voilà, c'est le salarié qui fait la démarche. C'est pas formellement. Voilà. Et il faut que c'est une démarche individuelle. Ça veut dire que, imaginons deux ouvriers qui ont travaillé au même poste pendant 30 ans, au même moment, qui ont la même maladie. S'il y en a un qui fait la démarche et qui obtient la reconnaissance, l'autre, ça va pas être plus facile pour lui. Il faut qu'il fasse tout exactement pareil. C'est-à-dire la notion de jurisprudence, on va dire. On pourrait croire qu'il y a une jurisprudence. Le premier, il a été reconnu, le deuxième, ça sera plus facile. Elle n'existe pas vraiment au premier niveau. C'est-à-dire qu'elle existe... C'est les juges, c'est quand on va en appel, c'est-à-dire donc il y a déjà eu un certain nombre de recours avant, il y a eu un recours contre l'assurance maladie, puis il y a eu le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis en appel, là les juges d'appel commencent à regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, ce qui se décide ailleurs, et à décider en fonction de la jurisprudence. Mais avant ça, pas vraiment. Alors, justement, tu nous décris bien ce processus long, compliqué, c'est un véritable chemin de croix, finalement, cette reconnaissance individuelle. Alors, pourquoi c'est si long, pourquoi c'est si compliqué, là, en l'occurrence ? Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est une procédure qui... On dit que c'est une procédure automatique. C'est-à-dire, il y a une sorte de préjugé, d'idée reçue sur cette procédure, c'est que, comme les accidents du travail, on aura une maladie dans certaines conditions, c'est une reconnaissance automatique. En fait, tout est dans le détail des conditions. Les travaux historiques de Paul-André Rosenthal, Jean-Claude Devinck, Stéphane Buzy ont montré que dès la loi de 1919 sur la reconnaissance des maladies professionnelles, donc qui est la loi sous laquelle on est toujours aujourd'hui, ce qui a défini le régime sur lequel on est aujourd'hui, ça va être extrêmement difficile de faire reconnaître les maladies professionnelles. Le premier tableau, c'est le tableau sur le plomb. Donc l'empoisonnement au plomb. Il faut montrer qu'on a travaillé à tel poste, dans telle usine, poste qui est sur une liste. Il faut montrer qu'on a travaillé dans telles conditions. Il faut montrer qu'on a tel type de maladie. Mais des maladies qui est définies par certains paramètres, il faut être bien dans ces paramètres, bien dans ces clous-là, sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire l'automaticité, elle est liée au fait qu'il existe un tableau ou pas ? Non, c'est plus que ça. L'automaticité, donc il faut qu'il y ait un tableau déjà, premièrement, et deuxièmement, l'automaticité, c'est si on remplit exactement les conditions du tableau. Ouais. S'il n'y a pas de tableau, ou si on ne remplit pas les conditions du tableau exactement, alors on va demander
au salarié de prouver beaucoup plus le lien entre son travail et sa maladie. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe pour Christian Cervantes. Voilà, c'est ça, on lui demande de... Alors, là encore, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que si on regarde le droit dit qu'il faut prouver un lien direct et essentiel entre son travail et sa maladie. C'est quoi ce lien direct et essentiel? Alors, ça, c'est, voilà, l'avocat m'a expliqué, hein, l'avocat des verriers, François Laforgue, qui est un grand technicien sur ce domaine-là. Un lien direct, ça veut dire que il faut que tel type d'exposition qui existe dans la verrie cause directement tel type de maladie. Voilà, que ça a été prouvé dans la littérature que, je sais pas moi, l'exposition aux poussières de bois cause des cancers du sinus, ou voilà, ça c'est lien direct. Et lien essentiel, c'est dans le cas de cet individu, il faut que, pour le dire vite, il faut pas qu'il y ait d'autres causes qui aient l'air prédominantes par rapport à cette cause professionnelle. Ouais. D'accord. Si vraiment, voilà, je sais pas moi, si le salarié victime vivait dans une mine d'amiante et travaillait dans un environnement où il y avait très peu d'amiante, etc., et qu'il a une maladie de l'amiante, on va dire oui, mais c'est peut-être pas essentiel. Voilà, c'est peut-être là où il vit, la mine d'amiante qui est sa maison. Voilà, c'est pour le dire. Mais, en gros, c'est ça. Mais il y a différentes interprétations sur ce que ça veut dire essentiel. Ça varie en fonction des rapports de force. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on va dire qu'il faut vraiment qu'il n'y ait rien d'autre que les facteurs professionnels. Sinon, on va considérer que ce n'est pas un lien essentiel. Et d'autres périodes où les juges vont être beaucoup plus généreux d'une certaine façon et dire bah oui, non, vous avez été exposé à ça dans votre boulot, ça suffit pour qu'on vous reconnaisse. Mais alors, il y a une commission qui se penche justement sur les arguments que vont amener les victimes qui veulent être reconnues. Cette commission, c'est le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Et lui juge sur quoi? C'est-à-dire que ce sont les éléments qu'apportent les demandeurs, les victimes? Eh bien, alors, ouais, ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est basé sur ce qui se faisait dans les mines avant, en fait, en France et dans plein d'autres pays. On appelait ça le collège des 3 médecins, chargé de déterminer les rentes d'invalidité qu'on allait donner aux mineurs accidentés ou malades, etc. Ils ont gardé toujours ce système avec 3 médecins. Et donc, dans ces 3 médecins aujourd'hui, en général, il y a un médecin de l'administration, donc un médecin inspecteur régional du travail, un médecin universitaire et de professeur en médecine du travail, etc., et un médecin du travail. En gros, c'est souvent comme ça que ça se fait. Et alors, sur quoi est-ce qu'ils jugent? Ben, ça, c'est la bonne question. C'est-à-dire que c'est une procédure qui est très opaque dans la plupart des cas. Donc là, avec l'affaire des verriers, moi, j'ai pu voir des conclusions données par ce comité. Ah, ils vont dire, par exemple, ils cochent des cases au début. Ils disent, après avoir fait l'enquête auprès de l'entreprise. Alors, ils cochent l'entreprise. Et là, je me dis, mais comment ils ont fait l'enquête auprès de l'entreprise? L'entreprise n'existe plus. Ils ont fait l'enquête auprès de qui? Ils ont fait l'enquête auprès du repreneur OI Manufacturing qui a repris le passif de l'usine. Mais OI Manufacturing dit depuis 10 ans qu'ils n'ont pas d'archives. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Donc, il y a des trucs comme ça, on ne sait pas trop. Ils disent qu'ils ont fait une enquête auprès du salarié, voilà. Et très souvent, en fait, ça se limite à regarder certaines pièces de dossier médical, certaines choses, voilà. Et voilà, dans beaucoup de cas que j'ai pu voir, on voit des motivations extrêmement laconiques, voilà, voire pas de motivation du tout. En disant, voilà, il n'y a pas de... Ce genre de métier n'est pas classiquement associé à ce genre de maladie, donc il n'est pas reconnu. Voilà. Ce qui est frappant, c'est de voir dans ton livre, c'est que, on voit dans une deuxième partie qu'arrivent des nouveaux protagonistes dans la mobilisation. Donc tout à l'heure tu faisais part de l'avocat parisien François Laforgue qui va arriver donc par l'entremise d'Annie Thébaumony et du GISCOP 93, le groupement d'intérêt scientifique pour sur les cancers d'origine professionnelle. Les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis. Et avec la méthodologie de ce qu'on appelle la reconstitution des parcours professionnels ou le curriculum laboris.
donc qui permettra aux verriers d'accumuler un certain nombre de preuves et d'éléments. Et dans ce cas-là, finalement, il y a un expert lyonnais qui s'appelle Philippe Davzy, qui lui a fait une recherche bibliographique et qui a finalement montré qu'il y avait une étude qui existait, je ne sais plus dans quel pays, qui montrait que les verriers dans ces pays-là avaient 10 fois plus de chances de développer certains cancers, dont le cancer de Christian Cervantes. Alors, comment ça s'explique que dans un cas, il y a un médecin expert qui va trouver ces études, et puis de l'autre, on a aussi des mêmes experts qui vont pas les trouver. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des méthodologies, des standards qui existent pour ces expertises? Eh ben, voilà, là, je dois dire, on s'attaque à quelque chose qui, pour moi, est une sorte de boîte noire. Voilà, je sais qu'il y a des travaux de thèse en cours sur comment travaillent les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Je ne sais pas encore très bien comment les personnes qui font ces travaux ont accès à quelque chose sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Il y a très peu de transparence et de ce que les Anglais appelleraient accountability, de rendre des comptes sur qu'est-ce qui se passe là-dedans. Ce qui est sûr, c'est pas tous ces protocoles sont pas des protocoles qui sont destinés à faciliter la reconnaissance. Voilà, on est aussi en train de limiter la reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose qui est explicitement prévu. On le voit à certains moments de l'histoire. L'ordonnance de 1945 qui reconnaît la silicose comme maladie professionnelle. Ça, c'est Paul-André Rosenthal qui m'avait montré cet article de loi. Dans l'avant-dernier paragraphe, il y a marqué, c'est l'ordonnance sur les conditions de la reconnaissance. Dans l'avant-dernier paragraphe, il y a marqué il est du devoir des médecins experts de faire valoir les droits des salariés lorsqu'ils y ont droit, en gros, il ne faut pas qu'ils oublient les conséquences économiques de leurs actes sur la production. C'est-à-dire, il y a marqué le médecin expert, il ne faut pas qu'il... En gros, en français, ça veut dire, si vous reconnaissez trop de silicose, le charbon, son prix va augmenter et ça va gréver l'économie française. Donc, mollo sur les reconnaissances de silicose, s'il vous plaît. Mais j'imagine pas qu'aujourd'hui, ce soit dans l'esprit des gens et des experts qui siègent dans ces comités. Alors, la question de pourquoi est-ce que les reconnaissances sont si difficiles et pourquoi les experts qui siègent dans ces comités sont souvent si réticents à reconnaître, c'est une question ouverte. Hein. Et moi, j'ai vraiment suivi l'histoire du point de vue des verriers. Et il y a des personnages comme les médecins experts qui ont intervenu là-dedans. Soit j'aurais pas pu les rencontrer, soit c'était difficile de les rencontrer, soit ils n'ont pas voulu me rencontrer. C'est-à-dire que il y a des gens, pour le dire plus précisément, le médecin du travail par exemple, je l'ai contacté, jamais eu de réponse. L'inspectrice du travail, je l'ai contacté, m'a dit je veux pas vous rencontrer, il y a trop de procédures en justice en cours, voilà, etc. Oui, je comprends. Venir de la part de l'association des verriers, en sachant que je travaille avec l'association des verriers pour aller rencontrer certains des médecins du comité là, qui sont évoqués dans le livre, ça n'aurait pas marché parce que ils savent qu'ils sont extrêmement critiqués par l'association des verriers, etc. Voilà, donc il y a des choix que j'ai faits où je me suis dit, on ne peut pas à la fois enquêter ici et là en même temps. Et il va falloir croiser avec d'autres enquêtes faites par d'autres collègues sur ces médecins. Mais ce qui est sûr, c'est que l'état d'esprit, je crois, c'est pas un état d'esprit, une volonté de ne pas reconnaître, c'est plutôt... La question est mal comprise très souvent. C'est-à-dire que les médecins experts qui siègent dans ces comités ont souvent l'impression, je crois, parce que c'est ce qu'on entend, hein, c'est ce qu'on voit dans leurs décisions, qu'on leur demande « Est-ce que vous pouvez prouver que la maladie de monsieur machin est causée par son travail, de manière certaine ?» Quand on parle d'un cancer, il est impossible de savoir de manière certaine pour un individu quelle est la cause de son cancer. C'est-à-dire, par exemple, dans un cancer du poumon, comment on va savoir si c'est les cigarettes qu'a fumé un tel, ou qu'a fumé sa femme, ou l'amiante qu'il a pu respirer, ou la silice qu'il a pu respirer, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de... Et même dans certains cas de cancer, comme le mésothéliome de la plèvre ou l'angiosarcome du foie, on a une signature, c'est-à-dire on sait qu'ils sont causés par un seul produit chimique. Le mésothéliome de la plèvre, c'est l'amiante, angiosarcome du foie, c'est le chlorure de vinyle monomère. Mais même là, comment on va prouver que c'est l'amiante qui a été respirée dans telle entreprise ou au travail et pas à la maison? C'est vrai que la question se pose
beaucoup plus pour les cancers qui sont plus fréquents que ceux qui sont relativement rares. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, dans le cas des cancers, c'est une maladie plurifactorielle. Est-ce que tous ces comités, finalement, ils sont pas aussi pris dans, dans ce que tu décris bien dans ton livre, c'est-à-dire qu'on est finalement pris un peu au piège, enfin on est pris au piège de cette nécessaire, comment dire, nécessaire identification de la causalité, quoi. C'est-à-dire que c'est ça le piège finalement. Mais moi je crois que c'est un piège dans le sens où ce n'est pas dans la question en fait. On leur demande pas de prouver la causalité. Si on remonte aux sources historiques de ces dispositifs, la loi de 1919 sur les maladies professionnelles, c'est la suite de la loi de 1898 sur les accidents du travail. Dans les deux cas, l'idée c'est de mettre un terme au régime d'avant, qui était un régime fondé sur des procédures en justice, où les ouvriers allaient en justice et ils disaient ce travail a causé cette maladie ou cet accident, et on leur demandait des preuves. Et le juge à la fin décidait si les preuves étaient si c'était fondé ou pas. Voilà, etc. Et on a dit non, c'est pas possible de faire comme ça. Ça engorge les tribunaux. Ça crée trop d'incertitudes. Il y a vraiment tous les mêmes arguments qu'on a pu entendre récemment pour la baramisation des prud'hommes ou ce genre de choses. Ça crée trop d'incertitudes à la fois pour l'employeur et pour les salariés. Donc il y avait des secteurs entiers à la fin du 19e siècle où on ne trouvait plus de salariés parce qu'ils ne voulaient pas y aller, parce qu'ils savaient que s'ils avaient un accident, ils n'étaient absolument pas sûrs de pouvoir avoir une rente, etc., pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Bon. Et donc on a dit, on va donc se passer de cette question de la causalité. On se passe de la question de la causalité. L'accident, s'il a lieu au travail, c'est un accident du travail. Voilà, c'est bon. Donc présomption d'imputabilité. Voilà, pas obligé de prouver que ça vient du travail et pas de je sais pas moi, du vent qui est passé par là à ce moment-là, ou du fait que tu avais un petit peu, voilà, un facteur extra-professionnel, disons. Maladie professionnelle, c'est pareil normalement. Mais en fait, je crois vraiment sincèrement qu'il y a un certain nombre de médecins experts qui sont sans doute de bonne foi. Ils sont tellement scientifiques, disons, qu'ils sont dans des logiques scientifiques et ils disent non, moi je peux pas prouver que cet individu, son cancer a été causé par son travail. Mais ça, c'est une peine perdue. Et en fait, est-ce que scientifiquement, en fait, on peut le prouver pour personne, jamais, puisque toutes les preuves sur les mécanismes de causation des cancers sont des preuves statistiques, épidémiologiques. C'est-à-dire, on peut prouver que si on compare deux populations de 1000 personnes, on en expose une à un produit, on sait qu'il y aura 50 cas en plus de tel cancer que la population qui n'est pas exposée à ce produit. Par contre, il est absolument impossible de savoir qui vont être ces 50. On ne sait pas où la foudre va tomber, mais on sait qu'elle va tomber sur 50 personnes. Donc ce que tu nous dis, c'est que finalement, la tentative d'identifier une causalité liée à un produit chimique ou à des conditions de travail pour une personne, c'est une peine perdue, c'est absolument impossible. Alors, pas pour toutes les conditions de travail, hein, pas pour tout, parce qu'il y a des cas où, par exemple, le plomb, voilà, on peut très bien, on peut faire une prise de sang le lundi matin, et puis le lundi soir, on va faire une autre prise de sang et voir que le plomb il est monté, et puis le gars était au boulot toute la journée, ça vient du boulot. Ouais, mais pour des maladies multifactorielles comme certains cancers, c'est plus compliqué, c'est ça que je comprends. Ah oui, donc pour les maladies multifactorielles comme ça, c'est impossible. Enfin, et moi je le dis, alors, je sais, je dis ça en sachant que même un certain nombre de militants de la cause des travailleurs dans ces questions-là, ils veulent pas qu'on le dise trop fort, ça. Parce qu'ils ont peur que ça soit utilisé comme argument contre. Vu qu'il y a les débats qui ont lieu sont pour prouver que c'est lié à... Voilà, il y a une sorte d'illusion partagée où tout le monde fait comme si on allait essayer de prouver que, et donc même ceux qui veulent montrer que la maladie est professionnelle, ils vont dire voilà, là on l'a prouvé, c'est bon. Mais en fait non, on peut pas prouver pour un individu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit n'oblige pas à prouver. C'est ça. Mais on s'engouffre dans ce piège. Et c'est très difficile d'en sortir. Non, ça c'est bien décrit dans ton bouquin, je dois dire. Pour terminer sur les médecins, c'est pareil, c'est-à-dire que finalement ils ont aussi toutes les peines du monde, les verriers, à obtenir ces fameux certificats médicaux initiaux qui ne sont pas engageants. Et pourquoi ? Tu évoques aussi l'hypothèse à un moment donné, finalement, d'une forme de rapport un peu classiste entre les médecins et les verriers qui ne viennent pas du même monde, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qui fait que
encore aujourd'hui, il y a certains médecins qui sont réticents, Mm. pour plusieurs raisons, et notamment aussi, il y a des pressions de la part de la caisse, l'assurance maladie, enfin c'est ce que tu évoques Oui, oui. dans ton livre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de réticence, quoi? Alors, donc, moi, dans mon enquête, encore une fois, j'ai pas centré un volet précisément sur les médecins. Voilà. Moi, je suis toujours du point de vue, on va dire, des verriers. Mais du point de vue des verriers, eux, ils parlaient, il y avait une expression, c'était il y a les médecins qui travaillent avec nous et les médecins qui travaillent pas avec nous. Et ceux qui travaillent avec nous, c'est ceux, en gros, qui veulent bien faire les certificats. Alors, il faut savoir que faire un certificat n'est pas un acte militant, normalement. C'est-à-dire qu'il y a quand même le code de déontologie médicale, le code de santé publique. Il y a un article, je ne sais plus combien, qui dit qu'il est du devoir du médecin d'aider le patient à faire valoir ses droits. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a des droits où il y a besoin de la participation du médecin, le médecin est censé aider. À ma connaissance, aucun médecin n'a jamais été sanctionné par l'ordre des médecins pour ne pas avoir aidé un salarié ou un patient à faire valoir ses droits voilà, en lui fournissant le certificat. Ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Et ce qu'on entend, en fait, c'est dans le cas des verriers, il y a eu des entretiens faits avec certains des médecins, j'en ai rencontré quelques-uns, euh, mais sur un mode un peu informel, disons. En gros, ce que je comprends, c'est qu'il y a la question des pressions. C'est une question quand même qui est très présente. Hein. Demander à n'importe quel médecin généraliste, sur même les arrêts de travail, etc., c'est quelque chose qui est très très contrôlé. Et tel médecin va être épinglé parce qu'il en met plus que les autres de sa commune, etc. Et il peut y avoir voilà, des sanctions ensuite qui peuvent venir de l'assurance maladie. Euh, Il y a la question aujourd'hui de la peur des employeurs, de procéder en justice par les employeurs. Alors, les employeurs en fait ont une nouvelle stratégie depuis quelques années, une stratégie concertée au niveau national, qui est de lancer des procédures disciplinaires devant le Conseil de l'ordre des médecins contre certains médecins pour des certificats. Mais pas des certificats médicaux initiaux, Si, aussi. si, oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Et c'est ça qui est. Voilà. Et alors, ça a été surtout fait sur des questions de facteurs psychosociaux de risque. Euh, mais en gros, en disant ce certificat a été établi ou suggère un lien avec le travail. Or, le médecin n'a pas été dans l'entreprise pour voir. Donc, c'est un certificat de complaisance fait sans aucune base scientifique. Il n'a pas constaté lui-même. Voilà, il n'a pas constaté C'est lui-même. ça. Voilà, en gros, c'est ça. Mais or, comme il faut ce genre de certificat pour lancer la démarche, voilà, on est en train de dire quoi? Qu'on ne peut plus faire les certificats? Donc, il y en a plein qui ont peur de ça aussi. Mais bien sûr, il y a une ambiguïté. Voilà. Il y a une ambiguïté, mais en fait, la peur suffit. En fait, il y a la peur qui suffit, et donc il y a plein de médecins qui renoncent à ça. Et après, parce que l'hypothèse classiste, comme tu dis, c'est quelque chose de classique hein, de la sociologie médicale. Hein, c'est juste constater que les médecins, de plus, ils sont pas issus du même monde que les classes populaires. Voilà, c'est-à-dire les ouvriers employés qui forment 50% de la population active aujourd'hui encore en France. Voilà, les médecins, eux, je ne sais plus combien, mais ils viennent principalement des couches supérieures de la société. Et ils peuvent avoir l'impression que le salarié qui vient face à eux, qui dit ouais, c'est peut-être mon travail qui a causé la maladie, est peut-être en train d'exagérer, de vouloir obtenir quelque chose d'indu. Voilà, ils connaissent pas le monde du travail, ils savent pas, ils sont pas allés dans la verrie, ils savent pas ce que c'est, etc. Voilà. Il y a beaucoup de gens. Le verre, pour en parler à n'importe qui, ils vont dire ah ben le verre c'est propre, non? Je vois pas pourquoi c'est dangereux. C'est inerte. Voilà, c'est inerte, c'est quand on regarde ce que je raconte dans le livre, quand on regarde des vidéos sur YouTube de comment on fabrique le verre, c'est très joli, voilà, il n'y a jamais de fumée, il n'y a jamais d'ouvrier, on a l'impression que tout se fait tout seul, etc. Donc voilà, si l'ouvrier n'a pas une connaissance de ce monde-là, si le médecin n'a pas une connaissance de ce monde-là par ailleurs, par sa famille, par ses proches, etc., mais il va peut-être se dire que l'autre lui raconte des bobards. Et alors, c'est marrant parce que le truc qui m'a frappé aussi beaucoup, c'est cette difficulté d'obtenir, y compris des services médicaux de santé au travail, en tout cas des services de santé au travail, et de l'employeur, d'obtenir des attestations ou d'obtenir des documents, finalement, qui les concernent au premier chef, hein, les verriers à l'époque, d'obtenir ces attestations, ces documents qui prouvent les expositions auxquelles ils ont été soumis durant les années de travail. Enfin, comment ça s'explique, ça aussi? C'est une question qui est vraiment qui frappe la lecture de, en tout cas dans ce cas précis, qui frappe vraiment quoi.
Par exemple... On parlait de dossiers ouais. vides, pardon. Oui. Vraiment de dossiers médicaux qui sont vides. Alors, c'est terrible d'entendre ça. Et oui. Alors, il y a deux choses. Et c'est donc... il y a la question des attestations d'exposition. Donc ça, c'était une norme réglementaire depuis le début des années 2000. Je crois que ça a été revu récemment. De toute façon, c'était pas respecté. Donc, l'évolution de la réglementation n'est pas si importante, puisque quand elle n'est pas respectée, ça change pas grand-chose. Mais dans le cas des verriers, ils ont demandé des attestations d'exposition à l'amiante et aux autres produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques auxquels ils avaient été exposés dans leur carrière. L'employeur était normalement censé leur délivrer. Seulement quelques attestations sur l'amiante ont été délivrées et aucune sur les autres produits. Voilà. Ça fait encore aujourd'hui partie des revendications des verriers dans la procédure en justice. Voilà. Et pour l'instant, l'employeur, il n'y a pas eu de contrainte exercée sur l'employeur pour fournir ces attestations. Sur les dossiers médicaux de la médecine du travail qui sont vides, etc. Alors ça, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un document extraordinaire dans l'affaire des verriers. C'est un email que Mercedes Cervantes a obtenu. Elle a obtenu une copie que lui a donné un médecin du travail, en fait, pour lui donner la preuve de ce qu'elle est en train d'avancer. Qui était un email où le médecin du travail écrivait au médecin inspecteur régional du travail, donc le représentant de l'administration, en disant « Il y a des verriers qui demandent leur dossier médical. Je voulais juste savoir quels étaient les documents qui étaient de l'ordre du secret et lesquels pouvaient être transmis. » Et la réponse du médecin inspecteur régional du travail, c'est en gros il faut expurger tout ce qui a trait au poste de travail. Tout ça relève du monde de l'entreprise, du domaine de l'entreprise. Alors, il va dire qu'il va invoquer un secret de l'entreprise ou un secret industriel. Les PV de CHSCT, il faut les enlever. Tout ce qui a trait au poste de travail, il faut enlever. Il faut laisser juste les constatations sur l'état de santé individuel du salarié. Donc à la fin, ce qui est prévu par la loi comme étant obligatoire à transmettre aux patients, quoi. Non, mais alors là, justement, est-ce que c'est prévu par la loi, tout ça ? Non. Les données sont dossier médical. Oui, mais cette question de l'expurgation, là... Ah. Il n'y a pas de loi qui dit ça. Hein. Non, je parlais du dossier médical. Oui. Le dossier médical, d'après la loi des droits des patients qui était passée par Kouchner au début des années 2000, c'est la propriété du patient même. C'est-à-dire, c'est la propriété du patient. Mais là, cette idée, il faut enlever des choses à cause du secret industriel ou du secret des affaires, etc. C'est quelque chose, il y a beaucoup de médecins du travail qui ont bataillé contre ça depuis longtemps. Voilà, c'est comment on joue de ces notions pour enlever plein de choses. Et bien sûr, un dossier où il n'y a rien sur le poste de travail, comment vous faites reconnaître les expositions et le lien avec le travail s'il n'y a aucune preuve de ce que vous avez fait, de ce que vous avez inhalé, touché, etc. Voilà. C'est la question que j'allais te poser, puisque finalement, en ce qui concerne le dossier médical ou l'état médical, les personnes, elles savent bien la maladie dont elles souffrent, mais effectivement, c'est vraiment une donnée essentielle pour un dossier comme ça. Alors, est-ce que ça... encore une fois, mais je peux peut-être me faire un peu l'avocat du diable, mais c'est aussi peut-être mon rôle, c'est d'interroger le truc, c'est que est-ce qu'il n'y a pas une peur un peu collective, justement, du contentieux qu'il y a autour de toutes ces affaires, et donc finalement, on prend peut-être parfois trop de précautions sans en connaître justement le véritable statut juridique, pour éviter d'avoir des procès multiples et variés. C'est un peu comme finalement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au certificat médical initial et ce qui tourne autour, toute la pression qu'il peut y avoir autour de la délivrance de ces certificats et du fait que les médecins peuvent être accusés d'aller trop loin dans le lien entre pathologie et travail. Bien sûr. Si, il y a une peur qui pousse sans doute des gens à outrepasser ce qui est marqué dans la loi et à dire et à prendre beaucoup trop de précautions. C'est sûr, on voit dans l'inspection du travail, par exemple, il y a des inspecteurs du travail qui ont des procédures disciplinaires contre eux dans l'actualité récente. Pour ne pas avoir diffusé telle information selon le bon canal, etc. Voilà, l'administration ne défend pas ses propres employés dans ces cas-là, souvent, mais elle se retourne contre eux. Donc il y en a beaucoup qui veulent sans doute se couvrir. C'est pas tant qu'ils veulent ils veulent pas que ça soit reconnu pour les verriers, c'est qu'eux, ils veulent pas avoir de problème pour eux-mêmes, ça, c'est sûr. Alors comment on pourrait dépasser ça ? L'idée serait que
finalement les informations ce qui nous concerne sur nos expositions durant notre parcours professionnel appartiennent à la santé publique? Comment on peut imaginer quelque chose qui Alors, évolue autour de ça? bon, ça, il y a eu des... Bon, déjà, cette idée de traçabilité des expositions, etc., c'est un serpent de mer. Voilà, il y a eu plusieurs différentes versions. Ça n'a jamais vraiment été appliqué non plus bien, etc. Mais moi, je crois qu'il faut revenir à la question de base ici. Là. Il ne faut pas perdre de vue. Avec ces affaires, comme elles sont très techniques, on perd de vue toujours. Là, on est en train de parler de la réparation. Hein. Les gens, ils sont déjà malades. Hein. Ils ont déjà le cancer qui va les tuer, etc. On est en train de se demander comment ils vont être reconnus, c'est-à-dire comment ils vont obtenir une indemnisation partielle de leur maladie. Et donc, bien sûr, on peut faire plein de réflexions sur comment améliorer la traçabilité des expositions, par exemple, mais le problème de base, c'est l'exposition. C'est-à-dire, c'est très joli de faire la traçabilité des expositions, mais si on pouvait ne pas avoir les expositions au début, c'est ça qui va permettre que les gens soient pas malades. C'est pas le fait qu'elles soient bien consignées dans un joli cahier. Donc, C'est un peu le fil conducteur de ton livre. C'est que globalement, tu dis que finalement tout ce système sur lequel on se focalise, sur la réparation, la preuve, la causalité, etc., masque en fait une véritable politique de prévention qui serait basée finalement sur quelque part, alors je veux utiliser un mot un peu terrible, mais une criminalisation. C'est un peu ce que tu mets en avant, notamment en nous parlant, enfin en renvoyant vers le procès éternite, mais une criminalisation de l'exposition à des produits dangereux. oui, mais alors, criminalisation, disons, le droit pénal ou la justice criminelle, c'est un des moyens d'empêcher les expositions, sans doute, c'est pas forcément le seul. Mais en effet, oui, ça masque. La question de la réparation, de l'indemnisation, de la reconnaissance masque la question de la prévention. Juste hier, là, j'étais en train de lire un livre, qui est un livre assez connu dans le milieu, de Jacques Le Goff, sur l'histoire du droit du travail, et où il parle des réglementations du 19e siècle. Et il dit qu'il y a la notion de prévention s'est mise en place progressivement à la fin du 19e siècle. Et paradoxalement, la loi de 1898 sur les accidents du travail, elle met un frein en fait à cette reconnaissance de la notion de prévention, puisqu'elle ne se centre pas du tout sur la prévention, mais sur la réparation. Et voilà, c'est bien vu. C'est un livre écrit dans les années 80, 1980, et qui montre bien que voilà. En se centrant sur ces questions de reconnaissance et sur toute la technique, parce que c'est vraiment très très technique, on perd de vue la question de l'exposition. La question de l'exposition, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a pour citer un autre travail historique, c'est celui de quelqu'un qui s'appelle Carson. Alors lui, il avait fait l'histoire de l'Angleterre au 19e siècle, donc c'est un historien récent, mais qui a fait une histoire de l'Angleterre au 19e siècle. Et il montre la mise en place de l'inspection du travail et comment l'inspection du travail, à la base, était censée empêcher l'exposition des travailleurs à des conditions de travail dangereuses, notamment l'exposition des travailleurs enfants. Il y avait toutes les réglementations sur les travailleurs qui étaient mineurs. Mais en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas assez nombreux. Il y a trop d'usines. Et ils n'ont pas forcément les moyens de rentrer dans les usines. On ne leur laisse pas rentrer, etc. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se reporter sur des choses qui sont plus faciles à contrôler. Donc ça va être la bonne tenue du cahier des expositions, enfin du cahier plutôt pas des expositions là, mais le cahier des recrutements par exemple, de savoir qui travaille à tel poste à tel moment. Voilà. Donc ils vont regarder des cahiers, ils vont regarder des choses comme ça, et pour se décentrer de la question de l'exposition, regarder plutôt est-ce qu'on se conforme à des procédures formelles. Alors, finalement, mais peut-être ça rejoint un peu ce que tu viens de nous dire, enfin, comment on pourrait faire justement pour que ces pratiques de prévention elles soient réellement mises en place au-delà effectivement de ce qu'on disait tout à l'heure avec tout l'arsenal judiciaire, mais aujourd'hui il y a beaucoup de réflexions sur l'évolution du dispositif de la santé au travail. Il y a un plan santé au travail numéro 3 qui finalement dit ça, quoi, qu'il faut sortir du tout réparation pour rentrer dans une véritable culture de la prévention où on va accompagner les entreprises pour acquérir cette culture de la prévention et pour mettre en place réellement des mesures de prévention. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça? Est-ce que tu as une réflexion par rapport à ça? Est-ce que tu as des pistes éventuellement? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est en effet
on parle de culture, pour parler comme Gramsci, c'est vraiment la bataille culturelle qui doit être menée sur cette question, et c'est donc quelque chose de très massif, de très grand qui doit changer. Tu parlais de la criminalisation avant de cette question. À quoi ça sert d'avoir une interdiction pénale qui soit appliquée par la justice criminelle? Ça sert à énoncer l'interdit, à dire aux gens, on n'a pas le droit en fait. S'il y a un poison, s'il y a un danger, et qu'on expose les gens à ce danger, sans prendre les précautions, etc., non, c'est un crime. Voilà, c'est interdit. Et ça, c'est pas fait. En fait, on le voit bien, on est tellement toujours en train de faire des arbitrages avec l'économique, etc. Donc on fait, c'est des choix qui ressemblent beaucoup aux choix qui sont faits dans l'arbitrage avec l'environnement. C'est-à-dire, on fait des choix de continuer certaines productions, etc., même si ça pollue, même si ça crée des risques de santé publique pour les riverains, pour les consommateurs, ou pour les travailleurs, donc. Et changer ça, donc, moi je crois au fait que le pénal est une des voies qui doit être suivie pour énoncer l'interdit à nouveau. Voilà, c'est... Pas forcément enfin, c'est vraiment énoncer un interdit comme un principe, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ce qu'un juriste appelle la fonction expressive du droit. C'est-à-dire, quand on est en train de juger une affaire particulière, on n'est pas seulement en train de juger cette affaire particulière, on est aussi en train de rappeler à la société en entier qu'on n'a pas le droit de faire ceci. Voilà, à travers chaque affaire, on rappelle les règles qui régissent la société. Un principe de base de l'ordre public devrait être de ne pas exposer des gens à des poisons connus, des dangers connus depuis longtemps et évitables. Voilà, c'est ça. Je sais qu'on parle quelquefois des nouveaux risques, par exemple les nouveaux produits chimiques, etc. Voilà. Bien sûr, il peut y avoir des nouveaux risques, mais dans 99% des cas, les gens ils sont exposés à des choses qu'on connaît depuis belle lurette. Et il n'y a pas les principes de base de prévention qui sont respectés. Mais après, quand je dis révolution culturelle ou bataille culturelle, le problème de base, on revient à la question du rapport salarial, en fait. Et le rapport salarial, c'est quelque chose qui a été défini en France seulement par la jurisprudence à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, donc par cette notion de subordination. Et la question, c'est jusqu'à quel point est-ce que la subordination donne un droit à l'employeur sur le corps du travailleur? En gros, c'est ça. Si on reprend le slogan féministe « Mon corps m'appartient », des femmes dans les années 70, voilà, le corps du travailleur ou de la travailleuse, il appartient à qui exactement? Voilà, il appartient à l'employeur ou pas? Ou il appartient aux travailleurs, travailleuses eux-mêmes? Et dans le cadre d'un rapport salarial inégalitaire, voilà, c'est très difficile de faire valoir la logique de la personne et du corps du travailleur, de la travailleuse. Voilà, c'est le rapport salarial, c'est Alain Supiot, juriste, qui montre bien, il y a cette contradiction de base entre subordination et liberté. Voilà, on dit qu'il y a de la liberté et il y a de la subordination. Ce n'est pas de l'esclavage. On a aboli l'esclavage en 1848. Et en même temps, il y a quand même la subordination. Ça veut dire quoi? Est-ce que les droits de la personne sont vraiment respectés? Est-ce que la personne est vraiment respectée en tant que personne, comme quelque chose d'un peu sacré, d'inviolable, voilà, avec un corps notamment qu'il ne faut pas mettre en danger? Non, c'est pas le cas. Voilà. Donc tout ça veut dire que ça passe par une remise en question, selon toi, des rapports sociaux au travail. Par exemple, il serait plus, alors je me fais volontairement caricatural, il serait plus acceptable pour un artisan de choisir lui-même de s'exposer pour les besoins de sa production, y compris pour des choses qui sont nécessaires à la collectivité de produire, y compris avec certaines substances dangereuses, parce qu'on ne peut pas faire autrement, de s'exposer en connaissance de cause, mais il ne pourrait pas le faire, ou ce ne serait pas acceptable si par un lien de subordination avec son salarié, il l'exposait y compris en prenant toutes les précautions et les mesures de prévention adéquates. Je caricature, mais oui, non, je comprends. Quel est le débat? L'opposition entre indépendants et salariés, aujourd'hui, on peut de moins en moins la faire, puisque les indépendants sont très souvent des gens qui sont eux-mêmes dans des situations de dépendance, subordination, etc. Donc le petit artisan patron, il est peut-être lui-même soumis à plein de choses, et il aimerait bien faire autrement, mais il n'a pas le choix. C'est relatif, quoi. Et alors... Attends, j'ai perdu le fil. Ouais, l'idée c'était de globalement où est-ce qu'on est-ce que la question plus triviale c'est est-ce que tout ça c'est aussi quelque part on trouverait un petit peu la sortie
sur une remise en cause de ce lien de subordination. C'est les travaux que je renvoie Ouais. de Daniel Linhart qui actuellement fait pas mal de Bien sûr. réflexions sur cette Voilà, question. donc j'ai retrouvé le fil, et puis merci pour m'aider à retrouver le fil. En fait, la remise en cause du lien de subordination, à mon avis, elle passe beaucoup par l'instauration de collectifs de travail autonomes qui peuvent se prendre en charge, qui peuvent réfléchir au travail, réfléchir à l'organisation du travail, etc. Le CHSCT, dans son principe, c'était quelque chose de pas mal. Moi, ce que j'aimais bien avec le CHSCT, avant qu'il soit supprimé, c'était que c'est une instance où il y a quand même une majorité salariée. C'est les salariés qui ont le pouvoir là-dedans. Ils avaient le pouvoir, y compris de demander de l'argent à l'employeur pour faire des expertises sur les risques, voire même pour faire des actions en justice contre l'employeur. Voilà, c'était quand même ça. Et il y avait une constitution, il y a une possibilité de constitution d'un savoir-faire ouvrier ou salarié sur les questions de travail. Voilà. Après, on peut imaginer des instances comme ça, où il y aurait beaucoup plus de pouvoir. Voilà. Sur le modèle de ce qui a été fait en Italie dans les années 60-70, ce qu'on appelle les unités de base, dans l'usine Fiat à Turin, etc., où il y avait cette réflexion sur comment on fait pour que ça soit les travailleurs eux-mêmes qui soient en contrôle de l'environnement de travail, voilà, et qui décident eux-mêmes de ce qu'ils font. Mais sur cette question des expositions subies ou choisies, etc., moi je prendrais l'exemple des pompiers. Voilà, les pompiers, ils sont exposés à des trucs horribles. Voilà. Parce que quand un truc crame, la combustion c'est pas bon pour la santé, et puis les trucs qui crament, ils sont pas. Enfin, il y a plein de choses horribles qui crament, etc. Et voilà. Et demain, il y aura sans doute quand même des volontaires pour les pompiers. Enfin, il y aura quand même des gens qui vont devenir pompiers. Et on saura que quand on est pompier, on s'expose à tout ça, on a des risques de mourir, etc. Voilà, c'est très différent ça par rapport à une exposition dans une usine verrière où, par exemple, on va être exposé à du travail de nuit ou du travail au 3-8 pour une seule raison qui est que comme ça on peut produire plus de bouteilles. C'est-à-dire la question de pourquoi on travaille la nuit dans les usines verrières. On travaille la nuit dans les usines verrières parce que comme ça on produit plus de bouteilles et donc c'est plus efficace. Et le four il n'est pas en train de brûler à vide. Ouais. On peut imaginer une société dans laquelle on fasse le choix de produire les bouteilles que la journée. Voilà, déjà, je suis pas en train de... On me demande quelquefois, est-ce qu'il y a des moyens de produire le verre sans mettre en danger la santé des salariés? Moi, ce que je réponds, c'est, on n'a jamais vraiment essayé. Ça n'a jamais été, ça n'a jamais été vraiment un objectif, quelque chose qui a pris le dessus sur le reste. Hein. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. On pourrait imaginer, déjà, de faire qu'ils travaillent que la journée. Et que la nuit, bien sûr, on peut pas éteindre le four la nuit. C'est compliqué à éteindre les fours. On peut pas les rallumer facilement après, etc. On peut imaginer que le four, il continue à tourner, mais qu'il n'y ait pas de verre qui en sortent. Voilà. Et on aura moins de bouteilles de verre. Il faudra en vendre moins, on faudra en récupérer plus, etc. Ça peut s'imaginer comme lien de société, comme projet de société. Et c'est là où il y a un lien avec l'environnement aussi, voilà, parce que bien sûr, c'est la question de est-ce qu'on est obligé de produire autant de choses. Voilà. Je prends juste cet exemple-là, mais le pompier, il y aura toujours des pompiers. Et c'est un peu indispensable. Et il y aura des gens, sans doute, qui vont être volontaires pour le faire. Produire des bouteilles la nuit, c'est pas forcément nécessaire. Finalement, ce que tu nous rappelles aujourd'hui, on peut le résumer en quelques mots, quoi. C'est la question du sens du travail. C'est la question de comment ça s'inscrit un petit peu dans une globalité, une finalité qui va au-delà de ce qu'on produit précisément. Et puis la question de la démocratie au travail, et puis la question même du travail en lui-même, quoi. C'est tout ça que tu nous rappelles. Ce sont des questions dont il faut parler pour justement tendre vers une meilleure prévention et protection collective, puisqu'il y a un certain nombre de substances probablement dont on ne pourra pas se passer, alors que même qu'elles sont dangereuses. Si je résume, c'est ça. Voilà. Il ne faut pas partir du principe qu'il y aura un certain nombre de substances dont on ne pourra pas se passer. D'accord. Parce que, comme je l'ai dit, on n'a rien fait encore pour vraiment réfléchir à comment s'en passer, donc on a beaucoup de chemin à faire. Peut-être à la toute fin, dans 100 ans, on dira ça, c'est pas gagné. là il reste que ça, et ça on sait pas vraiment. Voilà. Il y a tellement de choses qui pourraient être supprimées avant. Ça c'est voilà. Mais on n'a jamais mis ça au centre. Mais en effet, c'est tout un projet de société. Donc en fait c'est la question de la démocratie au travail. Alors les lois Auroux pour cela, la mise en place des CHSCT, etc. étaient intéressantes, on va dire, dans leur principe. Donc l'idée, c'était d'introduire un contrepoids au pouvoir discrétionnaire et dictatorial de l'employeur. C'était vraiment ça, c'était réintroduire la démocratie au travail. Est-ce qu'on peut se contenter d'avoir que des contrepoids? Comme ça, on contrebalance un petit peu. Voilà. Là, on est dans un monde où il y a beaucoup de choses qui devraient changer pour que le rapport soit moins inégalitaire au travail, etc. Voilà. Mais
Mais ce qui est sûr, c'est que ça passe par... je crois que pour revenir à l'affaire des verriers, ce qu'on voit, c'est que ça passe par une intelligence collective, un partage d'informations. C'est ça qui, moi, m'a beaucoup touché, ému dans l'affaire des verriers et donné envie d'écrire cette histoire. C'était comment ce groupe de gens qui sont pas des experts de la médecine du travail, la santé au travail, la toxicologie, du droit, etc., qui sont attachés à leur boulot. Alors même qu'ils savaient qu'il était dangereux, mais qui quand même ils y trouvaient du plaisir dans certaines tâches, etc., dans certains moments de camaraderie, dans voilà, la fierté de savoir faire certaines choses compliquées, etc., ont réussi à construire un savoir commun, collectif, voilà. Autour de ça, si les anciens verriers aujourd'hui on leur proposait de reprendre une verrerie et de demain de la faire tourner eux-mêmes, voilà, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils feraient, quelles seraient les décisions qu'ils prendraient, voilà. Parce qu'ils savent tout ça maintenant. Ils le savent très très bien. Ils ont beaucoup réfléchi. Je suis sûr qu'ils auraient envie de travailler dedans. Ils m'ont tous dit ça. Ils m'ont dit, si la verrerie rouvrait demain, je serais content d'aller retravailler. Parce que quand même, ça me manque aussi. Il y a quelque chose qui me manque. Il y en a beaucoup, ils ont ressenti une perte, un traumatisme au moment de la fermeture. Et en même temps, ils feraient peut-être pas les 3-8. Il y en a qui m'ont dit ça aussi. Ils m'ont dit, si je devais re-signer aujourd'hui, je ferais jamais cette erreur de faire le travail posté. J'ai fait ça pour avoir un petit peu plus de centaines d'euros, quelques centaines d'euros de plus par mois, etc. Qu'est-ce que ça m'a apporté au final? J'ai pas vu ma famille, j'ai pas vu grandir mes enfants, etc. Voilà, et je me suis pourri la santé un peu plus. Voilà. Donc, on pourrait imaginer que quelque part, qu'est-ce que ça serait l'usine s'ils la faisaient tourner eux-mêmes, et il y aura beaucoup de choses sans doute qui pourraient changer. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense que ce sera un peu le mot de la fin, parce qu'on arrive quand même un petit peu au bout. On en est déjà à 1h30. Est-ce que tu souhaites, Pascal, rajouter quelque chose à la question? Un message d'optimisme, voilà, parce que c'est pas très fréquent dans la période actuelle, en disant voilà que ce genre d'expérience, il y en a plein d'autres et ça mérite d'être plus publicisé et qu'on peut y arriver sans doute. Tout comme sur l'environnement, puisque pour moi ces deux combats sont les mêmes. Il faut arrêter de croire à la fin du monde, à l'apocalypse, au fait que le salariat c'était terrible, mais qu'en plus maintenant c'est l'indépendance ubérisée et c'est encore pire et qu'on va droit dans le mur. On peut, si on réfléchit collectivement, arriver à des formes de vie en commun qui soient respectueuses de la dignité des personnes et de la planète. Bah, merci beaucoup. Effectivement, moi je recommande vivement la lecture de ton ouvrage qui m'a appris beaucoup de choses, qui est extrêmement bien écrit, qui se lit super bien et qui est émouvant aussi. Vraiment, c'est vrai qu'on a beaucoup d'empathie, de compréhension et je sais pas, d'émotion finalement par rapport à l'histoire de ces verriers. Donc vraiment un bouquin que je recommande, encore une fois, ton ouvrage Qui a tué les verriers de Givors, une enquête en sciences sociales qui avait paru aux éditions de La Découverte, que je vous recommande. Et puis aussi deux articles pour peut-être ceux qui peuvent se procurer ces articles scientifiques. L'un, c'est Pascal Marie-Chalard, Qui a tué les verriers de Givors, une enquête de sciences sociales, qui est écrit par Marc-Olivier Desplaudes, qui est paru dans Travail et Emploi, c'est quelque sorte un peu des fiches. Oui, c'est un compte-rendu de lecture. Voilà, des comptes rendus de lecture dans Travail et Emploi, numéro 152, octobre-novembre 2017, vraiment très intéressant, une critique et puis compte-rendu de lecture. Et puis un autre qui a été écrit par Glenn Mingui. Alors je ne sais pas si tu connais ces deux auteurs et qui est paru dans la revue européenne des sciences sociales, dans compte rendu en prépublication dans cette revue-là, et je n'ai pas la date sous les yeux, mais je crois que c'est paru en 2019, donc très intéressant également, mais surtout la lecture de ton ouvrage. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. Je suis pas un professionnel, mais je trouve que la discussion était vraiment intéressante et j'espère qu'elle intéressera aussi les personnes qui écouteront ce podcast. Encore merci beaucoup d'être venu. Merci à toi.